ImoStory, en partenariat avec Joylock, la plateforme de sous-location de courte durée. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'ImoStory numéro 8. Déjà, effectivement. Et cette émission, aujourd'hui, cet épisode est sponsorisé par Joylock. Joylock, c'est la révolution de la sous-location de courte durée en France. C'est surtout la première plateforme qui démocratise la sous-location de courte durée. Joylock permet aux locataires de générer des revenus complémentaires pendant leurs absences en toute transparence avec leurs propriétaires. C'est surtout un modèle gagnant-gagnant qui redistribue 70% des gains aux locataires et 30% aux propriétaires, le tout sécurisé par un contrat légal, que vous soyez étudiant, salarié ou indépendant et absent régulièrement. Joylock transforme votre logement en source de revenus sans impacter le marché local traditionnel. Christophe, bonjour. Bonjour Nicolas. Je suis très heureux de t'inviter aujourd'hui, de te recevoir. On se connaît quasiment pas. Un petit peu, on commence souvent. Un peu. On a échangé un petit peu. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter en une petite minute ? Alors, je m'appelle Christophe Lucas et je suis expert immobilier. D'accord. Sur Paris, mais en fait, comme on est expert judiciaire sur la région parisienne, on est titulaire sur tout le territoire français, même les DOM et les TOM. D'accord. À l'occasion, je ne suis pas encore allé pour ce cadre-là, mais voilà. Et à l'origine, je travaillais et j'étais associé dans des cabinets d'expertise comptable. D'accord. Un problème dans la vie a fait que, on en parlera tout à l'heure certainement, mais j'ai changé de voie et je suis parti avec un de mes clients. Ton parcours de vie, tu commences expert comptable pour devenir expert immobilier. C'est quoi ton parcours on va dire de 20 ans à aujourd'hui professionnel ? Alors oui, au début, j'ai commencé à travailler dans un groupe qui était affilié à RSR Partenaires, qui est Salustro Redel, qui est un gros cabinet d'audit. D'accord. J'ai fait une formation là-bas pour pouvoir faire expert comptable. D'accord. Et puis, j'ai fait beaucoup d'audits. À l'époque, plutôt que de l'expertise pure, c'était plutôt de l'audit. Je partais en province. En mission En mission. Audit 2, 3 jours, 4 jours sur des entreprises. Ouais, c'était des fois plus. En janvier, essentiellement. Il y a beaucoup de non, les stocks, on a eu quelques-uns, ouais, dans les containers de Puget ou de Le Sieur. Et avant d'être auditeur, tu fais un bac, quoi, à l'époque ? Voilà, à l'époque, j'ai fait un bac G parce que je ne travaillais pas. D'accord. Après, j'ai fait un BTS. BTS Compta. Voilà. Et ensuite, je suis rentré pour faire tout ce qui est DEC, donc le DECF, DPECF, etc. Ça, c'est long, hein. C'est très c'est dur. long. Hein. Et je l'ai fait en alternance, en cabinet, en fait. Ouais. Il y a un taux d'échec très important là-dessus. Hein. C'est pas évident d'être expert comptable. Oui, c'est beaucoup d'unités de valeur. Donc, il y a du juridique, il y a du comptable, il y a du financier, il y a de l'analyse de gestion. Donc, c'est beaucoup de rigueur et beaucoup de travail. Donc voilà. Donc expert immobilier, derrière forcément on va retrouver beaucoup de critères en commun quand même. Oui, et puis il y a des similitudes, et il y a surtout un atout, j'ai par rapport à d'autres confrères aujourd'hui, c'est que j'ai une lecture des bilans facile. D'accord. Et dans nos missions, on a par exemple les calculs d'indemnité d'éviction, et on analyse les bilans. Indemnité d'éviction. D'éviction. Quand le bailleur décide de se séparer de son locataire. D'accord. Dans le commerce ou dans les bureaux, et puis on va analyser les bilans. Et on va calculer l'indemnité et on se retrouve avec des choses différentes, bizarres. Ou alors, dans le cas des divorces, on a aussi des évaluations immobilières dans le cadre des divorces aujourd'hui. Ouais. Et dans le patrimoine, on a des parts sociales de sociétés, soit de sociétés immobilières, mais aussi d'activités commerciales. Là aussi, j'ai un regard qui me permet aujourd'hui d'avoir une précision un petit peu plus affûtée. Là, tu rentres déjà dans le détail, Christophe. Je suis désolé. Ça y est, t'es parti trop vite pour moi. On va juste revenir en arrière sur un point. Expert comptable, oui. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 2009, 2010 à peu près. Donc j'étais associé, et après j'ai fait du freelance pour d'anciens confrères. Ouais. Parce que mon fils commençait à avoir des soucis de santé. D'accord. Qu'il fallait l'accompagner le plus possible. Et donc, du coup, j'ai été obligé de relâcher la voilure. D'accord. Sachant qu'à l'époque, j'arrivais à 7h au bureau et je repartais à 20h, 22h, quoi. Enfin, c'était des journées de folie. Ouais. Donc, mais il fallait que je prenne du temps pour mon fils. Donc, du coup, et mon épouse travaillait, donc il a fallu qu'on s'organise l'un et l'autre pour pouvoir... Donc là, tu te mets en freelance par rapport à ton fils, c'est pas par rapport à un parcours professionnel. Non, là, je décide, je vends mes parts, j'étais associé, je vends les parts, je laisse... je vends mon portefeuille que j'avais et je travaille avec d'autres personnes
en freelance. Alors j'ai quelques clients, j'ai toujours gardé parce qu'il y avait un affect important. Parce que Bien sûr. On travaille ensemble depuis 95 à peu près. Ouais. Et puis donc voilà. Donc j'ai permis. Enfin je me suis mis en freelance avec eux, avec des confrères, et puis je travaillais en feedback en fait. L'immobilier, ça arrive quand? Parce que Alors l'immobilier, compte tenu de ce qui m'arrivait au niveau familial, j'avais besoin d'aller prendre l'air, donc je me suis remis à faire du golf. Donc je suis parti le week-end, j'allais sur les parcours de golf, un peu prendre l'air pendant quelques heures, 2 heures, 4 heures. Ouais. Et puis j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Tony Georget, avec qui aujourd'hui je travaille, et qui lui était expert immobilier indépendant depuis 3 ans, 4 ans. D'accord. Et il commençait à se développer, et il me dit, mais écoute, viens travailler avec moi. Et puis je lui ai monté sa société, je l'ai restructuré un peu juridiquement parce que c'était pas... Parce que tu as ses compétences aussi. Voilà. Ouais. Et on a remonté il a remonté son cabinet comme ça. Là, depuis, on est en train de monter un groupe un peu plus large. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors, en région parisienne, on est 3, mais on a un bureau à Chartres, on vient d'ouvrir à Bordeaux, on va ouvrir en Angers bientôt. Et il y a d'autres zones sur lesquelles on est en discussion pour ouvrir d'autres bureaux en région. Ouais. Le futur méta de l'expertise immobilière. Pas forcément, mais c'est surtout l'idée, c'est d'avoir en fait une facilité de déplacement. C'est-à-dire qu'on a tendance à devoir aller un peu à droite, à gauche, et on a des notaires qui nous sollicitent pour aller sur des biens. Cet été, j'ai eu un dossier qui était pas très loin d'Aix, d'autres côté de Vannes, après en Bretagne. On a fait une île en Bretagne au large de Saint-Malo, enfin pas très loin de Saint-Malo. Enfin, il y a un moment donné, il faut s'organiser autrement. C'est pas le temps. Moi, je suis allé début juillet, j'ai fait un manoir aussi en Normandie. Donc, on va y venir à toutes ces années parce que je suis sûr que tu as un quotidien qui est assez atypique. Assez varié. Assez varié. Expert immobilier, on va revenir sur ce terme-là, qui est galvaudé pour beaucoup. Tout le monde se revendique comme expert immobilier, il suffit d'aller sur LinkedIn. C'est un peu le phénomène, je suis CEO de ma boîte alors que je suis tout seul, je suis stagiaire au fond de mon 12 mètres carrés. C'est ça. Moi-même, je suis expert immobilier via le Centre national d'expertise, qui finalement n'est qu'une attestation qui m'a coûté 2 200 € sur la semaine, qui derrière me demande à avoir un abonnement mensuel, de pouvoir exercer ça avec une assurance. Bref, c'est un vrai métier à part entière, mais ça suscite aussi quand même une expertise immobilière, en tout cas du bâtiment. C'est pas simplement une expertise pour dire je suis expert immobilier. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris celle qui est la plus courante, qui est l'expertise vénale. Te concernant, combien t'en as? Ou est-ce que tu t'es limité et concentré sur l'une d'entre elles? Moi, je fais de l'expertise en valeur vénale. D'accord. En valeur locative. Vénale, ça veut dire la valeur du bien. La valeur à une date donnée. Alors, je précise bien à une date donnée, parce que souvent les gens l'oublient. Ouais. C'est-à-dire c'est un peu comme l'expert comptable qui fait un bilan à une date donnée. Ouais. Là, on sort une valeur à une date donnée. Donc, une valeur qui a été, on va dire, là, avec un marché immobilier qui est vraiment très évolutif. C'est-à-dire que depuis 2021, on a eu une forte hausse et des fortes baisses. Oui. Et après, des allers-retours un petit peu dans tous les sens, selon la caractéristique du bien. Donc, c'est très compliqué de dire, en mars, le bien, il valait, je sais pas, 1 million d'euros. Aujourd'hui, je comprends pas, vous me dites que ça vaut 800 000. Bah oui, le marché est vivant. Donc, Alors, vénal, on est d'accord que c'est essentiellement de l'habitation, parce que cette semaine, j'ai eu un commentaire, oui, mais il faut bien préciser que c'est pas du commerce, c'est l'habitation. On le fait, non, les locaux commerciaux, ça reste une valeur vénale. Oui, mais est-ce que tu es spécialisé en habitation? Non, alors j'y viens, donc en valeur vénale, je fais tout type de biens. D'accord. Donc appartements, maisons, bois, forêt, champs, prés, îles, parce que c'est le cas, château, c'est fait, manoir, c'est fait, quoi d'autre, EHPAD. Oui. Locaux... Avec ou sans les patients? Avec, mais pas dans le portefeuille. Tu prends en compte leur durée de vie? Non. On a fait un ESAT aussi, enfin des lieux quand même, un peu de tout. Là, c'était une intercommunalité qui m'a demandé de faire la valorisation de l'ensemble de leur patrimoine immobilier. D'accord. Donc là, on a un large spectre. Des bureaux, des laboratoires aussi. Des locaux de laboratoire, on aura peut-être l'occasion d'avoir une anecdote là-dessus. C'est super varié en fait. Oui. Et donc ça t'amène à rencontrer des gens complètement différents avec des problématiques différentes. C'est ce que j'aime beaucoup dans mon métier aujourd'hui, c'est justement, on se lève le matin, on a un appel, on sait que dans une semaine on va voir un bien ou des gens qu'on ne connaissait pas la veille.
On va sympathiser ou pas, mais on va avoir un lieu différent et en fait toutes les semaines c'est des contacts différents. Je me trompe ou tu es en train de passer ton expertise judiciaire? En tout cas, tu as postulé pour... Voilà, la demande en expertise judiciaire est en cours auprès du tribunal. Tribunal de Pantin, lequel Non, là c'est Paris. Paris, d'accord. Paris, puisque nous on est rattaché à Paris et sur les deux cours et Versailles. Okay. Et là on essaie d'avoir chaque expert la titularisation en tant qu'expert judiciaire. Tu peux expliquer la différence entre un expert immobilier et un expert judiciaire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que l'expertise indépendante, c'est la même chose qu'une expertise judiciaire. Alors, je dirais déjà l'expert immobilier, ce qui le différencie d'un agent immobilier, c'est beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que nous, on engage notre responsabilité sur la valeur. D'accord. C'est-à-dire qu'un agent immobilier, localement, enfin, il connaît son marché, il connaît parfaitement, quand il pense qu'un bien, ça vaut 300 000 euros, il n'y a pas de raison de ne pas le croire que ça vaut 300 000 euros, puisqu'il a besoin de le vendre d'une manière et d'en vivre. Nous, on n'en vit pas. Donc, que le bien soit cédé ou pas cédé, quel que soit le contexte de notre évaluation, nous, c'est la valeur, c'est le calcul de la valeur qui est notre métier. Et donc, on engage notre responsabilité, on a une assurance spécifique là-dessus. Ouais. Si on se trompe dans une valeur, ça pourrait arriver. C'est notre responsabilité et elle est engagée. Donc ça, c'est la première chose. Tu peux donner un exemple de cas où ça t'est peut-être arrivé, des collègues, enfin, on fait tous des erreurs dans la vie, mais vous vous êtes trompé sur une expertise, dans le plus ou dans le moins d'ailleurs, à 100 000 euros, à 200 000 euros pour un détail que vous n'avez pas du tout vu. C'est quoi l'incidence réellement ? Nous, on n'en a pas eu dans nos dossiers. On donne des collègues peut-être. Si j'ai vu un dossier, on a eu un dossier, mais c'est pas nous directement, on est intervenu derrière, où il y a eu une valeur qui a été donnée sur un appartement sur Paris de très haut de gamme. On est à plusieurs milliers d'euros. Ouais. Le notaire, là, c'est l'erreur de l'expert, a sollicité à ce que la valorisation soit un petit peu surélevée pour des problèmes de fiscalité derrière, etc. Sauf que un an après, le couple se sépare et ils veulent mettre en vente. Ils sont juste à 25% en dessous du prix qui a été sorti l'année d'avant. Wow. Et là, ils comprennent pas. Et l'un du couple ne comprend pas la valeur. Et nous, on vient intervenir. On sort une valeur à 25% en dessous. Mais en plus, mathématiquement, même l'année d'avant, on était à peu près dans ces eaux-là. Il n'y avait pas de grosse variation sur ce bien. Ouais. Et là, l'expert est ennuyé et poursuivi d'une manière ou d'une autre sur la valeur qu'il a engagée, alors que c'était à la demande du notaire. C'est pour ça que c'est un vrai métier quand même. Hein. Heureusement pour lui. Ouais. Et c'est l'avantage des experts judiciaires. On maîtrise les écrits, c'est-à-dire que les choses sont faites que par écrit. C'est-à-dire qu'on ne va pas se suffire d'un appel téléphonique ou d'un SMS. Il nous faut un engagement pour dire que... Est-ce que l'expert immobilier a le droit de vendre ? Non. Alors, en région parisienne, pour les experts judiciaires, ils n'ont pas le droit à la carte T. C'est une spécificité de la région parisienne. Donc, ils ne peuvent pas faire de transactions immobilières, ils ne peuvent pas gérer du patrimoine immobilier. C'est totalement indépendant. D'accord. En région, ceux qui sont experts en région, eux peuvent l'être. Les tribunaux le tolèrent, c'est pas incompatible. Pour Paris-Versailles, donc qui sont les deux chambres pour l'Île-de-France, c'est totalement incompatible. Ce n'est pas possible. En fait, on peut pas être expert judiciaire et faire de la transaction ou de la gestion immobilière. C'est clair. Merci Christophe. 10 ans d'expertise comptable à peu près ? Oh non, plus que ça. J'ai arrêté en 2009, donc 25 ans. Je te voyais beaucoup plus jeune. Oui, c'est gentil, je te remercie. 10 ans, un peu plus d'expertise immobilière ? Là, oui. Ouais, un peu plus voilà. Si, tu sais, moi, j'aime bien parler des parcours de vie parce que on n'arrive pas tous là où on en est aujourd'hui de manière linéaire. Exactement. Moi-même, tu vois, j'ai fait 20 ans de conseil marketing, 44 piges, l'immobilier me tombe dessus. Je le vois pas venir et j'y vais. Et je m'éclate aujourd'hui. Et on n'arrive pas dans un secteur, il y en a qui font dès le départ, qui par passion commencent, j'ai vu une architecte tout à l'heure, elle a commencé par architecture, mais c'est quand même rare. Ouais, dans ton cas... Une société où on évolue en fait. Ouais. Dans ton cas, cette reconversion, elle n'est pas venue toute seule. Non. Alors, je vais te laisser exprimer ce point-là parce que c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Moi-même, je suis parent. C'est pour moi l'épreuve la plus difficile. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé sur le moment où tu te mets forcément consultant, expert comptable, c'est un peu la résultante de ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure,
Et cette phase de 2-3 ans, et voire encore aujourd'hui, j'imagine que c'est un quotidien pas évident. Comment est-ce que tu fais pour rebondir et avancer ? On se parle aujourd'hui de la perte d'un enfant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc mon fils on découvre de manière, on va dire, brutale, dans les débuts des années 2010, qu'il a une épilepsie très impactante au quotidien et qui est progressive. Quel âge il a ? À ce moment-là, il a 11 ans, 10-11 ans. Et c'est très progressif, c'est sournois et elle est évolutive. Ce qu'on appelle en professionnel de santé, ce qu'ils appellent, c'est des épilepsies myocloniques progressives, c'est-à-dire que c'est des épilepsies qui sont dégénératives. Et donc petit à petit, j'avais un gamin qui faisait un bon 1m70 déjà, bien sportif, qui faisait de l'équitation, du foot américain, bien dans ses baskets, etc. Avec cette maladie-là, il est passé d'une évolution de la position sportive debout à courir à la position fauteuil dans une partie du temps, et puis ensuite alité totalement. Alors, l'espace de combien de temps, là, tout ça ? 7 ans, 7-8 ans. 7-8 ans. Où ça a été compliqué. Bon, il y a un parcours de vie un peu, on va dire, hétérogène, avec beaucoup d'hospitalisation, beaucoup de prise en charge, et puis les 2 dernières années qui sont 2019-2021, où là, la situation avec mon fils était un accompagnement constant. Et la dernière année, qui était un petit peu entre le Covid et puis la sortie du Covid, un accompagnement tous les jours, puisqu'on était auprès de lui, avec mon épouse, on se relayait. Moi, j'arrivais à 5h le matin, dans le centre où il était, et je repartais vers 10-11h, mon épouse prenait le relais, je revenais à 18h prendre le relais, et je restais jusqu'à... D'où tes journées très très longues. Puis 7 jours sur 7. Ouais. Pendant 8 mois, on a fait que ça, enfin, on était à côté de lui, et donc on l'accompagnait jusqu'à la fin, puisque dégénérative, il avait donc la maladie, pour ceux qui vont pouvoir écouter, pour regarder, la maladie qui s'appelle la maladie de la Fora, et donc... Il y a très peu de cas en France. À l'heure actuelle, d'enfants vivants, il y en a 3. 3 vivants connus. Au plus haut, je crois qu'il y avait 6 ou 7, dont plusieurs sont décédés ces dernières années. Et donc, c'est des enfants qui dépassent rarement la vingtaine d'années, puisqu'en fait, la capacité est dense. Pour expliquer cette maladie, j'ai essayé de le faire super court et super simple, sans le faire... très neurologue. En fait, dans notre corps, on a du glycogène qui circule, de la plante des pieds jusqu'au cerveau, ça passe. Et il y a une mutation d'un gène, pour la raison sur laquelle il n'est pas trouvé pour le moment, qui indique au cerveau que ce glycogène, il doit être stocké dans le cerveau. Donc au lieu de circuler normalement dans le corps, mais il est stocké, et ça va bloquer des terminaisons neurologiques petit à petit. Donc ça peut être... la difficulté, c'est que c'est pas forcément les mêmes zones d'un enfant à l'autre. Mais au fur et à mesure, ça prend tout le cerveau. Et donc, ça bloque les capacités cognitives et motrices de l'enfant. Donc voilà, au fur et à mesure. Et ça génère aussi un liquide dans le corps qui va venir impacter tous les organes vitaux. Voilà, et puis le dernier mois, on l'a accompagné. Les 2 derniers mois, on sera en palliatif. Donc dans le 15e, je salue une équipe formidable qui s'appelle... À Pompidou ? Non, dans le 15e, avenue Émile Zola, j'ai perdu le nom, mais c'est pas très important, mais une super équipe. Bon. Un bon accompagnement, et vraiment... Et donc il est parti en 2021, et là, pendant 6 mois, j'ai travailloté. On va... Ouais. C'est pas évident, là. Ta reconversion, elle est déjà entamée avant ? Oui. D'accord. Ça a été un accélérateur ? Ça a été un mouvement. Est-ce que quand la maladie se déclare, est-ce que tu es déjà en reconversion ? Pas du tout. D'accord. Là, je suis en train de réfléchir à la reconversion, peut-être sur autre chose, parce que je suis très fatigué des horaires que je fais, l'organisation... Là, tu es consultant, ouais. Expert comptable à ce moment-là, ouais. 2-3 ans, je crois, c'est ça ? Ouais, même 4-5 ans. Ouais. Et ma rencontre avec Tony m'a permis, et lui il m'a dit, mais viens travailler avec moi, tu auras plus de temps,
En plus, ton fils commence à avoir des soucis, je te fais la formation, on paie la formation, etc. Je dis ouais, non, je sais pas. Il me dit viens pour travailler avec moi quelques semaines, ou viens dans mon bureau, et puis etc. Et puis je me suis dit mais en fait ouais, je peux travailler quand je veux. La seule difficulté c'est d'aller visiter le bien, mais on s'organise avec les clients pour aller visiter le bien. Et après, si je dois travailler le soir à 22h pour faire mes dossiers ou etc. Aujourd'hui, on a une facilité sur Internet d'aller chercher toutes les données. Donc, du coup... À l'époque, t'es salarié, t'es indépendant. Non, je suis indépendant, je suis freelance. Donc tu dois quand même chercher ton chiffre d'affaires. Ouais. Ou alors est-ce qu'on te le renvoie en disant j'ai hérité ce dossier-là parce que tu peux pas tout faire en même temps. Oui, mais en fait j'ai quand même un petit tapis de travail sur lequel j'ai, on va dire entre guillemets, j'ai de l'activité alimentaire en tant que consultant qui me permet en fait de continuer à travailler, mais je la fais diminuer petit à petit en me disant que je vais passer sur l'immobilier et je vais l'augmenter petit à petit et je fais le croisement entre les deux en fait. Et puis, et les deux dernières années, avant le décès de mon fils, là par contre, ça a été plus compliqué parce que j'étais moins disponible. Gestion des émotions, de la fatigue, le couple aussi, potentiellement. Oui, enfin nous ça nous a renforcés. Ça vous a renforcé. Ouais, on a resté unis. Ta femme a changé de travail? Non, elle a eu un employeur génial, sur laquelle elle a passé un deal où elle n'a pu travailler pendant plusieurs mois. Ouais. Et ensuite, elle s'est mise en longue maladie, le temps de savoir si elle allait reprendre le travail ou elle était en capacité de le reprendre. Et aujourd'hui, elle l'a repris? Elle l'a repris et elle est coiffeuse. À l'époque, elle était juste coiffeuse, elle est devenue manager, ce qui avait laissé tomber pendant 10 ans. Et elle manage une équipe dans un salon de coiffure. C'est pour ça que tu as aussi beaux cheveux à ton avis. Oh là, non. Donc voilà, ouais. Et non, ça nous a réunis, et voilà. Est-ce que, déjà merci parce que c'est pas évident de raconter ça, est-ce que, à travers tes expertises immobilières et toutes ces rencontres, j'imagine que tu as été confronté à des gens qui potentiellement ont vécu des histoires se rapprochant de la tienne. Je parle pas de la maladie, je parle de la maladie globale, ça peut être aussi un frère, une sœur, un oncle, ce que tu veux, une personne proche de la famille. Est-ce que ça t'a permis de voir la chose différemment avec certains clients? Est-ce que ça t'a... Il y a un point qu'on n'a pas soulevé sur le métier, c'est qu'on est aussi formé pour faire tout ce qui est les accès PMR. Personnalité à mobilité réduite. D'accord. On fait les accessions, commerce, bureau, etc. Et on a fait pas mal de rapports là-dessus. Là, il y en a beaucoup moins, c'est un peu moins Donc, on se retrouve dans des situations justement où tout ce qui est handicap, parce que j'ai vu toutes les étapes avec mon fils, de la position debout, allongée, donc je sais ce que c'est que se balader dans Paris avec un fauteuil roulant. Ouais. Surtout dans le métro. Il y a pas beaucoup de stations adaptées déjà, voilà, et malheureustrop. Et donc, en fait, je sais, je me rends compte de ça, et quand je vais dans des commerces aujourd'hui, c'est presque devenu un réflexe. Je vois que la tablette, elle est trop haute. Je vois les distributeurs automatiques de banque, vous voyez, qui sont à 1m50, c'est pas possible. Enfin, il y a plein de réflexes comme ça aujourd'hui que je vois qu'on ne croise pas dans d'autres pays. Vous allez à Londres, là je reviens de Lisbonne, c'est pas la même, quoi. C'est beaucoup plus adapté. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et là, on a beaucoup de retard. Tu parles d'opérationnel, de technicité par rapport à ton vécu avec ton fils, d'un point de vue gestion des émotions, parce que moi je le vois, dans l'immobilier, c'est 80% de gestion d'émotions. Je quitte un bien dans lequel j'ai vécu pendant 20 ans, mes enfants y ont grandi pendant 20 ans. Là, j'ai une dame qui, à la fois, est dans cette situation et elle perd sa maman 3 mois avant. Donc, si tu veux, c'est une chape émotionnelle énorme. Comment tu utilises ça, ce vécu-là? Alors, ou peut-être que tu l'utilises pas, d'ailleurs. En fait, je sais pas si je l'utilise ou pas, mais j'ai une certaine distance, en fait, sur les situations émotionnelles. Si tu veux une anecdote, je peux en donner une. Dans l'un des premiers dossiers que j'ai vus, d'ailleurs, je fais une maison avec une dame qui a un petit haras, une belle maison, un petit haras. Un petit haras, d'accord. Dans sa maison. Et elle avait une belle vie, son mari travaillait, super maison, mais il s'en va, il a trouvé une autre femme et il s'en va. Et il la laisse là avec sa maison et elle a besoin de faire évaluer la maison. Et donc je viens pour faire la visite, prendre les photos, reprendre quelques mesures, voir l'état général.
Et au bout d'un moment, elle commence à tomber dans les bras en pleurant. Et là, je me dis, oula, stop, comment on fait? Mais du coup, à partir de là, j'ai eu une tendance plutôt à être un peu plus froid lors des rendez-vous. Ah oui. Alors, dès que c'est un dossier de divorce, tout de suite, c'est histoire de mettre une distance humaine pour pouvoir éviter de se retrouver dans un truc qui pourrait être perturbant ou déstabilisant. D'accord. Et puis, il y a aussi le métier, c'est-à-dire que nous, on a besoin de chiffrer une valeur en toute indépendance. Oui. Et si on intègre la partie émotionnelle dans la valeur, on va sortir du cadre, en fait. Parce que la gestion des émotions dans ton travail, en succession, en décès, c'est quand même très très fort. Oui, ben, on n'a pas le choix, en fait, Ouais. parce qu'on doit être indépendant, et c'est souvent ce que comprennent pas les gens. Des fois, on voit des biens où les gens ils ont été super sympas, ils nous ont offert le café et compagnie, ils disent « Ah, j'ai vu un expert, il est super cool », et puis qui vous disent, quand vous sortez la valeur, « Non, mais j'avais été sympa avec vous, en fait ». Ouais. Mais c'est pas le problème, nous, on est indépendants, en fait. Bien sûr. Moi, je m'engage, en fait. Si je vous dis que ça vaut 100, je suis désolé, mais... peut-être que un autre expert va vous dire ça vaut 101 ou 99, mais on est dans cette valeur-là, en fait. Ouais. On n'est pas à 120 comme vous l'imaginez. Moi, j'ai eu le cas, tu veux une anecdote, Vas-y. sur une maison, c'était en 2022, je crois, une maison en première couronne. Belle maison, avec sous-sol, beaucoup de mètres carrés, sur une valeur à 2,2 millions, je crois. Et c'est des gens qui partaient en Gironde derrière, donc ils avaient besoin de faire un crédit relais et ils nous avaient fait appel à nous. J'arrivais à une valeur à 2,2 millions, et là elle me dit, mais c'est pas possible en fait, on m'a dit 3 millions. Faut que vous me sortiez le rapport à 3 millions. C'est Je fou. lui dis, madame, c'est pas possible. Ouais. Mais on a été super sympa avec vous, on vous a offert le café, etc. Mais bah oui, mais non, en fait. Ouais. Non. Je vais trouver un autre expert qui va accepter de le faire. Il faut jouer avec ma banque. Je dis, ouais, mais moi, je changerai pas ma valeur, en fait. Je suis désolé, en fait. C'est l'effet diagnostiqueur. Est-ce que tu peux me mettre une lettre D par rapport à eux? Oui, ça commence à moins... On a de moins en moins parce que c'est de plus en plus serré. Tu as vu, en plus, ils sont en train de sortir des nouvelles lois avec les 1000 diagnostics maximum par an. Ça va effectivement, à mon avis... Mais on a quelques réduire le experts nombre de diagnostics. en région parisienne que l'on connaît, Ouais, nous, entre experts, où on sait que tel dossier, c'est des dossiers de valeur de complaisance. bien sûr. Mais quand je vous dis complaisance, complaisance. Tu t'es confronté aussi à des agences immobilières qui ont eux-mêmes des expertises parfois. Et d'ailleurs, l'approche est un peu différente. Enfin, moi, j'étais confronté exactement à la même valeur que la tienne cette année. Oui. C'est-à-dire que je viens sur un bien immobilier, on me dit l'agence A, je citerai pas les agences, 3,2 millions, la deuxième 2,7 millions, et moi, j'ai ces chiffres. Et je passe 9 heures sur le sujet. J'ai jamais fait une estimation ou une expertise aussi longue. J'ai passé 9 heures. Et j'arrive à 1,8 million. Mais d'avoir 1,4 million d'écart sur un bien, je me suis dit, mais c'est faux, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vois. Sauf que eux, ce qui s'était passé, c'est que ils avaient cette valeur depuis 6 mois. Ils avaient déjà engagé l'entièreté de leur projet sur cette valeur. Donc quand je leur ai dit 1,8 million, je pense que la dame, elle est toujours par terre en train de suffoquer. Oui, c'est ça. Mais ça nous arrive. Alors, nous, les agents immobiliers, globalement, moi, j'ai un bon relationnel avec eux. Ouais. On travaille plutôt... je suis plutôt confronté, pas vraiment confronté, mais on travaille plutôt de pair sur des dossiers quand on est sollicité par les mandataires à la protection des majeurs. Parce que eux, ils sont obligés d'avoir un expert immobilier pour justifier au tribunal la valeur du bien quand il rentre une personne dans leur portefeuille. Et quand il s'agit de le vendre, par contre, souvent, les mandataires font appel à 2-3 agents IMO qui connaissent, leur demandent d'aller valoriser pour savoir comment ils vont le mettre en portefeuille. En parallèle, nous, on fait la valeur. Et généralement, on échange. C'est rare qu'on ait les mêmes valeurs. Et j'ai une anecdote là-dessus sur Boulogne une fois. Je fais un bien, divorce. Je réalise un bien. Alors je vous donne une valeur forcément qui n'est pas celle-ci, mais la variable elle est là. J'arrive à 101 500 par exemple. J'ai l'expert du mari qui m'appelle, qui me dit vous arrivez à combien? Je lui dis bah non, on est sur les deux parties. On échangera après, quoi, voilà. Et puis, et l'agent immobilier qui va mettre le bien en vente arrive à une valeur. On est tous à 200 € d'écart ou 300 € d'écart. Un miracle.
Oui, mais c'est possible. Hein. La femme pour qui on a fait oui, vous êtes appelés entre vous, vous êtes mis d'accord, ou alors mon mari vous a donné de l'argent et tout. Ah mais non, non, rien en fait, non. Non, c'est juste que si on est tous arrivés à peu près à une valeur similaire, c'est que je pense que le prix, c'est le bon prix aujourd'hui. Il m'est arrivé une fois, une dame qui m'appelle et qui me dit « Je vous contacte de la part de quelqu'un qui vous connaît bien, on a un ami commun. Vous ne direz jamais à mon mari qu'on se connaît. » Je rentre dans l'appartement, elle est blême. Elle ne répond plus. Elle me dit « J'ai mon mari qui est là, enfin mon ex-mari. » Je ne vais pas préciser, on est sur un divorce. Mon ex-mari est là. Elle est dans une peur absolue. Et elle me dit surtout, vous dites pas qu'on se connaît. Ouais. Toi, j'imagine qu'avec toutes les personnes que tu rencontres, tu es confronté à des situations assez ultimes. Est-ce que, je sais pas, quelqu'un qui arrive avec un fusil, quoi, ça peut aller jusque-là? Alors, j'ai fait des biens il n'y a pas très longtemps, un bien dans une banlieue très, très sympathique. Ouais. Avec des commerces de proximité très puissants, D'accord. qui font des substances illicites. D'accord. Au rez-de-chaussée de ces immeubles-là. Oui. Et donc je suis arrivé, j'avais des biens expertisés parce que l'immeuble allait être exproprié, il est saisi. Et en fait, 99,99% de l'immeuble est squatté. D'accord. Je suis arrivé, il y avait un comité d'accueil des commerçants locaux. D'accord. À côté de leur scooter. Et ça a été un peu tendu au moment où je suis arrivé. Mais j'ai réussi à détendre l'atmosphère en leur disant écoutez, moi je suis juste venu faire mon travail là et compagnie. Par contre, si vous pouvez garder ma voiture pendant ce temps-là, je serais super content. Il te regardait? Non, j'ai eu une réflexion comme quoi j'étais pas si con que ça, j'étais peut-être un peu cool. D'accord. Et il m'a dit mais il y aura pas de souci, de toute façon il y a la boutique. Donc ok, il y a la boutique, il n'y aura pas de souci. Dans ce cas de figure, tu y vas tôt le matin? Moi, c'est ce que je fais. Oui. Ouais. Il y a des quartiers, il y a des quartiers. Là, en fait, la boutique ouvre à 10h. Ouais. Et je suis rentré j'ai arrivé à 9h moins 10 et ils étaient en train d'installer la boutique, en fait, grossièrement. Voilà, c'est des lieux où forcément je vais y aller entre 9h et 10h, mais jamais l'après-midi ou à 18h. Ouais. C'est obligé. Bon. Trop compliqué, et puis voilà, c'est trop tendu. Est-ce que tu pourrais... moi, j'adore discuter avec toi, là. J'imagine tout ce que tu vis. Est-ce qu'il y a une anecdote où il y a eu un fou rire, même? Est-ce que ça, t'as eu? Oui, je sais, j'en ai certainement, oui. Ouais. Ou tu te mets à rigoler avec la cliente ou avec le client parce que vous êtes en situation complètement lunaire, quoi. Ouais, enfin... Je pense que c'est arrivé à tous les agents immobiliers, ou au moins une fois dans leur vie, c'est de trouver confronté à un appartement qui a été habité par une personne qui était malade de Diogène. Ah oui. Et tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, c'est les personnes qui vont garder tout leur détritus, les sacs, enfin, ils ne jettent rien. Ils ne jettent rien. Voilà, et donc, j'ai un mandataire qui nous appelle pour faire un bien, c'était aux sorties du Covid. D'accord. Donc, la personne était décédée pendant le Covid. Ouais. C'était suite au premier confinement. On me dit c'est une belle adresse dans le 7e arrondissement. On arrive et tout. Par contre, je connais pas l'appartement, je suis toujours pas allé. On verra comment c'est, si on peut rentrer ou pas, parce que je crois qu'il y a quelques problèmes. D'accord. On arrive à l'étage. Déjà, on arrive au premier étage. L'odeur, c'était insupportable. Bon, ouais. J'ai déjà la voisine qui vient nous dire mais c'est pas possible, vous vous rendez pas compte, qu'est-ce que vous venez faire là et tout. On lui explique que nous, on est juste experts. On veut juste voir l'appartement, etc. Et le mandataire lui dit écoutez, je viens de récupérer le dossier, je vais découvrir le bien. Donc là, déjà, il y a une porte anti-squat. D'accord. Et puis, mais l'odeur est insupportable. Et on ouvre la porte. Ouais. Et là, en fait, on ne peut pas rentrer dans l'appartement, puisqu'il y a des sacs jusqu'au plafond. Dès l'entrée de l'appartement. Dès l'entrée de l'appartement. Et il y a une odeur, mais c'est juste pas possible. Donc le mandataire me dit on va revient dans 2-3 semaines, ou on reviendra tous les deux dans 3 semaines, je vais demander à une entreprise de vider. Ils ont vidé 3 bennes de poubelles sur un petit appart. T'as une idée du temps qu'ils ont passé dessus? À peu près une bonne semaine. Une semaine pour vider un appartement? Ils ont vidé, mais quand je suis revenu, ils n'avaient pas nettoyé encore. Et heureusement, on avait le masque, et en fait, j'avais mis 3 masques, on a été avec Tony, on a mis 3 masques sur le visage, parce que prendre les mesures là-dedans, parce que personne n'avait fait les mesures encore, et prendre les photos, mais c'était juste irrespirable, et c'était terrible. Je sais que j'ai des amis marchands de biens qui seraient très intéressés par ce type de bien.
Bah, j'imagine, oui. Parce que j'ai discuté avec l'un d'entre eux qui s'est retrouvé dans cette situation avec une personne décédée qui souffrait de cette maladie. L'appartement était dans un tel état que personne ne voulait rentrer dedans. Et lui, il a dit, s'il n'y a personne, c'est une opportunité. Je rentre et j'achète au prix qui sera complètement cassé. Et malheureusement, nous, on ne peut pas acheter, on n'a pas le droit. Et par rapport aux marchands de biens, Oui, bien c'est sûr. plutôt leur Tout à fait. réflexion par rapport à ça. Et non, dans les anecdotes drôles, ça nous est arrivé, mais Ou peut-être de peur. À un moment, tu t'es dit, ah oui, là, il va falloir que je fasse attention. Oui, ça c'est sur un divorce. Un couple, là, ça s'est super mal passé. Le mari était là, la femme était là. Il y avait la valorisation des biens. Dans les biens, il y avait les locaux de l'entreprise, entrepôt, usine, petite usine, petit atelier du moins, et la maison qui était accolée. Le divorce était lié au fait que monsieur était un peu violent, même beaucoup. Ok. Déjà, la femme devait venir au rendez-vous en même temps que moi, et j'avais discuté avec son avocat, si elle veut pas venir, moi je l'oblige pas, j'y vais tout seul, j'ai aucun problème et tout. Et elle me dit, elle tient à venir, mais si vous sentez, vous lui dites de partir. J'arrive, elle était tremblante avant le rendez-vous. Je lui dis, restez pas, venez pas, c'est pas grave. Hein. On est venu, je fais le tour, je visite les locaux, etc. Et le monsieur devait me donner aussi les bilans de ces sociétés dans lesquelles il était associé à son épouse, parce que j'allais valoriser les parts en même temps que valoriser l'ensemble immobilier. Et là, on a affaire à un monsieur fort sympathique, qui insulte sa femme tous les 3 mots. J'essaie de lui expliquer que c'est pas lieu, que moi, si ça continue, je vais témoigner, ou je vais même appeler la gendarmerie. Ah oui. C'est pas possible. Il a commencé à m'insulter de tous les côtés. Il me dit, mais vous savez, moi, elle va pas me prendre mes biens, c'est pas grave, je dépose le bilan, et puis demain, je recrée une autre société à 100 mètres, c'est pas grave. Je lui dis, vous inquiétez pas, tenez ce discours-là, je ferai l'état dans mon rapport. Je suis sûr que les juges sont très friands de vos termes. Et là, quand je lui ai dit ça, il a commencé à se calmer. Il avait été violent aussi à un moment donné, il a voulu un peu faire le coq vers moi, mais je lui dis, tapez-moi, ça va faire quoi, monsieur, si vous voulez me taper ça va rien changer la situation, en fait. Et il est redescendu. C'est toujours ce que je disais tout à l'heure, c'est de gérer son émotion et de rester... De la distance. Hein. Ouais, de la distance. Ouais. D'ailleurs, à la question suivante, mais dans le lien est direct, demain, je veux me lancer dans l'expertise. C'est quoi ton conseil? Rigueur. Rigueur. Contrôle. Contrôle. Contrôle systématique. Contrôle de quoi? Nous, on a une petite marotte sur nos dossiers. C'est-à-dire qu'on va faire le dossier, je donne une semaine, le lundi. Ouais. Le lundi soir, notre dossier, il est prêt. Mais on n'est pas emballé par la valeur. Ça nous arrive quasiment systématiquement. Ouais. Ou on se dit, il y a un truc qui... Comme toi. Il y a convaincu, quoi. Il y a un truc où je le sens pas. Le mardi, on va faire autre chose. On va pas revenir sur le dossier. Puis le mercredi, on va relire le dossier. Parce qu'on aura vu le cerveau qui sera sorti du dossier. Et relire le dossier et dire... Et puis souvent, on se dit, mais voilà, c'est ça que j'ai pas vu. Ou alors, non, en fait, c'est cohérent. C'est peut-être pas moi qui me trompe. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure où tu avais 1,8 million, 3,2 millions, c'est peut-être pas moi qui me trompe. Ouais. Et donc, la distance et prendre un recul sur ce qu'on fait. Surtout sur des expertises. Alors, quand on est sur du comparatif du type appartement classique, j'ai pas envie de dire que c'est simple, mais c'est assez facile, on est bien d'accord. Mais quand tu me parles d'un manoir qui est en plein milieu de la brousse, il n'y a pas une ville à moins de 10 bornes, pour évaluer ce bien, c'est quand même pas facile. Hein. Ouais, c'est compliqué, mais on a des recoupements. Bien C'est-à-dire sûr. qu'on utilise plusieurs méthodes. T'as ton expérience, t'as tout ça, mais c'est pas évident, je trouve. Ouais, mais le fait de recouper, permet toujours d'avoir vraiment un sens, de se dire, au final, je suis pas si loin que ça, la valeur. Ouais. On regarde un petit peu ce qui se vend sur le marché. Oui. On a quand même la notion que c'est une valeur de marché, c'est pas une valeur de vente. Oui. C'est souvent la problématique qu'on a avec les clients qui vous disent j'ai bien vu sur les annonces, vous voyez, il y a des appartements similaires qui sont à vente 120 000 €. Oui, mais 120 000 €, c'est avec une commission d'agence. Oui. Nous, c'est net. Bien sûr. Donc l'agence, ça prend pas beaucoup de commissions, ça prend 2 000 à 3 000 € par-ci par-là. Quoi. Oui, bien sûr.
Et je pense que mon vécu aussi m'a permis, avec mon fils, m'a permis d'avoir un peu de recul par rapport aux choses, Oui, de prendre le temps. C'est ce que je comprends à travers ce moment de vie. Mais c'est pas que grave, je ne souhaite en fait. à personne. C'est vraiment ce recul que tu as par rapport à ton métier, cette distance que tu peux avoir avec des événements, et je trouve que ça se marie très bien avec ton métier aujourd'hui. Aujourd'hui, alors c'est peut-être un peu brutal ce que je vais dire, Ouais. mais l'affect dans mon travail, si j'en ai, ça devient compliqué pour valoriser un bien. Bien sûr. Donc du coup, moi que le bien vaille 100, 200 ou 300, ça changera pas ma fin de journée. Est-ce que ta gestion des émotions, c'est naturel? Non. Ou est-ce que c'est venu vraiment C'est venu. Ça, c'est- J'étais beaucoup plus réactif? réactif avant, et je le suis un peu moins. Est-ce que le côté, de toute façon, il peut pas m'arriver pire que ce qui m'est arrivé? Pour moi, je vois pas ce qui Sur le fond, c'est ça. Donc le en fond, fait, c'est ça. le reste, je m'en fous, quoi. Enfin, ouais, il peut y avoir plein de sujets. Moi, Non, j'ai vécu ce que j'ai à vivre. Hein, c'est bon. C'est un peu se dire, bon, cette situation-là est grave, mais bon, j'ai vécu plus grave, donc c'est pas si grave que ça. Ouais, c'est On se remet, Ouais. et puis voilà. Donc, et aujourd'hui, en dehors de l'aspect professionnel, je suis investi associativement de manière importante, On va y venir. et je garde les côtés émotionnels pour cette partie-là, en fait. Parce que tu es impliqué dans une assoce. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'ai pris la présidence d'Épilepsie France entre 2020 et 2024. Épilepsie France, d'accord. Voilà, que j'ai quitté il y a un an maintenant, un peu plus d'un an. Depuis, j'ai créé une autre structure qui s'appelle Brainwell les ondes positives, qui fait des podcasts aussi. Eh oui, eh oui. L'idée, c'est de faire la promotion d'artistes qui souffrent d'épilepsie. D'accord. Il y en a beaucoup? Difficilement, puisqu'ils sont pas. L'assurance ne fonctionne pas. Et physiquement aussi, c'est peut-être... Non, c'est Non. surtout que souvent, pour des chanteurs ou des musiciens, ils veulent pas les assurer. Pour D'accord. des tournées, des choses comme ça, c'est très compliqué, D'accord, ou c'est mal vu. Donc mais il y en a beaucoup. d'accord. Beaucoup plus qu'on imagine, même dans les comédiens, humoristes, etc. Pour en connaître un certain nombre aujourd'hui, voilà. D'accord. Et donc je suis investi dans cette association-là, et puis là j'étais à Lisbonne pour le congrès international où je suis intervenu aussi. Tu sors un bouquin prochainement. À titre perso, oui. À titre perso, tu peux nous raconter les premières lignes? C'est quoi le contenu? C'est quoi l'objectif? Alors j'ai décidé en fait d'expliquer le parcours de mon fils, et entre guillemets, l'expression est un peu bizarre, mais de la genèse de vouloir un enfant avec mon épouse, jusqu'à son décès. Pourquoi? Parce que notre vie a été jalonnée de diagnostics différents. D'accord. Et même pendant que mon fils était malade, on a eu un peu de tout. Et je pense qu'il fallait partager cette vision de notre vie, sur laquelle aujourd'hui on est tous les deux encore debout, face à ce qui nous reste à vivre, mais ensemble. Et puis on profite de l'un l'autre, puisque c'est ce qu'il nous reste, grossièrement. Bon. Bah, écoute, on va s'arrêter là parce que... Je le sors bientôt. Ça fait beaucoup d'émotions, tout ça. Et ça s'appelle La résilience du papillon. La résilience du papillon. T'as déjà la date de sortie? Pas encore, mais c'est cet automne, hiver. Cet hiver. Bon, bah, ça sortira quasiment en même temps que ta partie podcast, je pense. Voilà. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu. Si tu as un dernier mot pour l'Imo Story, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Un truc qui peut résumer un petit peu ton état d'esprit actuel? Garder le cap. Ouais. Ça, c'est vraiment garder le cap. Et prendre de la distance sur tout ce qui pourrait toucher... en fait, garder le côté émotionnel dans notre vie, mais le garder pour soi ou pour ses proches, tout proches. Ça nous permet aussi de se barricader de ce qui nous tanne, en fait. Bah, Voilà. Merci pour ça. Et on en apprend tous les jours. Ça, c'est sûr. Merci, Christophe. C'est moi. Merci, Nicolas. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Imo Story. Prochain épisode, très prochainement. À bientôt. Bye bye.